Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace de conversation. Cette chaîne d'information est dédiée à la rencontre avec des professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents en situation de handicap. Nous allons rencontrer des professionnels de la santé, du secteur du médico-social et de l'éducation. Nous allons aussi rencontrer des usagers. Je suis Isabelle Moron, psychomotricienne. Notre objectif, c'est de vous aider à répondre à vos questions, que cela soit de l'ordre du professionnel et du personnel, et à réfléchir à l'importance de la qualité de vie au travail pour garantir la qualité des soins et l'engagement des professionnels. Aujourd'hui, je rencontre Harmonie Gaudin. Elle est éducatrice spécialisée et travaille en Suisse. Elle nous raconte son aventure, créer une école à Genève. Elle nous décrit les différentes étapes administratives nécessaires à la réalisation de ce projet ambitieux. Elle nous parle de l'inclusion. Elle nous explique les pédagogies utilisées et l'importance des partenariats autour de l'enfant et de son projet d'inclure les soignants au sein même de l'établissement. Encore une belle rencontre, dynamisante et inspirante. Bonne écoute. Bonjour Harmonie et bienvenue sur notre chaîne d'information qui est dédiée à nos rencontres entre professionnels, donc qui accompagnent les enfants et adolescents. Donc comme tous les podcasts, je vais te laisser commencer par te présenter, ton métier. Voilà. Tout à fait. Alors bonjour, alors déjà merci beaucoup en tout cas pour m'avoir accordé du temps pour ce podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager mon expérience. Donc moi je m'appelle Harmonie Gaudin, je suis en couple et je n'ai pas encore d'enfant. Actuellement, je suis donc directrice et fondatrice de l'école Harmonie et j'ai été enseignante et éducatrice spécialisée. Quand est-ce que j'ai choisi ce métier je peux dire que c'est presque à la naissance, pas tout à fait, mais presque. En fait, j'ai depuis l'école primaire toujours eu un attrait pour l'éducation. Et c'est vrai que je passais des heures à jouer à la maîtresse dans ma chambre, à imaginer tout type de scénarios avec mes élèves. Et donc, je dirais que je fais partie des personnes qui ont eu la chance de trouver leur vocation très tôt. Et pour moi, le métier de l'enseignement et de l'éducation spécialisée, c'était vraiment une évidence. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est plutôt chouette. Je fais pas ça pour rien, en tout cas. Alors après, donc, quel a été mon parcours pour arriver finalement à l'éducation spécialisée? Donc, j'ai fait mes études à l'Université de Genève. J'ai commencé par un bachelor en sciences de l'éducation, donc qui était généraliste. En sachant qu'au départ, quand j'ai intégré l'université, je souhaitais vraiment devenir enseignante ordinaire pour le primaire. Et en fait, il s'avère que l'année où j'ai commencé mon bachelor, l'université a renforcé, donc on est à Genève là, le niveau en fait de prérequis en allemand, qui est une langue qui est enseignée en Suisse. Et il s'avère que je n'avais pas fait d'allemand lors de mon cursus au lycée en France. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu bloquée face à un choix à faire. Est-ce que je partais en Allemagne pour vraiment rattraper le niveau, parce que là, c'était un niveau quand même déjà assez élevé, il fallait avoir une aisance en allemand assez poussée. Ou alors, j'avais la possibilité à cette époque de faire un stage justement dans le domaine de l'éducation spécialisée. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis pris de passion. En fait, j'ai accompagné un petit qui présentait une trisomie 21. Et j'ai moi-même un cousin qui est aussi atteint d'une trisomie 21. Donc, j'étais déjà un peu dans le milieu. Je savais ce que c'était. Et ça m'a vraiment intéressée. Donc, plutôt que de poursuivre finalement en enseignement ordinaire, j'ai décidé de faire le master en éducation spécialisée. Et suite à ça, j'ai aussi été assistante doctorante dans le domaine de la métacognition. Donc, on avait vraiment une spécificité dans ce master où on suivait un stage, ils appelaient l'atelier d'apprentissage, où vraiment on accueillait tout type de difficultés d'apprentissage et handicap. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter des stratégies d'apprentissage à ces élèves, même adultes, pour les aider tout simplement au quotidien. Et puis récemment, j'ai aussi effectué un certificat d'études avancées en économie et pédagogie de la petite enfance qui m'a permis
de développer en fait des compétences dans toutes les pédagogies alternatives, et ce qui a vraiment poussé à la création de l'école. Je l'expliquerai un peu plus approfondi un peu plus tard. Voilà. Merci, bon, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment le parcours scolaire. Donc on voit que tu as fait beaucoup de formations et d'études. Est-ce que tu as fait aussi des stages ou tu as eu des expériences dans différents lieux? Oui. Alors, dans l'éducation spécialisée, j'ai fait un premier stage dans une classe. Alors là, on était plutôt dans le spécialisé vraiment, mais il y avait une classe dans un établissement ordinaire, mais qui n'était pas, voilà, les élèves n'étaient pas mis en classe, c'était vraiment à part. Donc, je dirais que c'était intégration, mais on n'était pas dans l'inclusion. Voilà, mais là, c'était très intéressant parce que j'ai eu beaucoup de profils différents dans le TSA, trisomie, des maladies rares aussi. Donc là, on était vraiment dans l'éducation spécialisée pure et dure. Et puis, j'ai eu suivi un enfant pendant plus de 3 ans en famille. Donc là, je l'accompagnais vraiment à domicile. Donc, j'ai vraiment pu amener et voir une progression, parce que j'ai bien sûr fait des plans éducatifs individualisés, donc dans l'idée de développer un programme, là c'était de l'amener à progresser sur le langage. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pu avoir aussi comme stage. Et puis j'ai aussi suivi des enfants qui étaient donc sur le TSA à différents degrés, et j'en suis encore actuellement d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour tous les stages que j'ai pu avoir. Mais oui, j'ai eu une multitude d'élèves présentant un handicap. En classe, est-ce que c'est comme en France, il y avait un enseignant et toi, tu étais en complément avec l'enseignant? Nous, c'est Alors, souvent… exactement. Ouais. Oui, dans le cadre des écoles privées où j'étais accompagnante, on dit souvent qu'on est une shadow, un peu l'ombre de l'élève. Voilà. Et oui, donc ça fonctionne comme ça et dans le public et dans le privé en Suisse. D'accord. Et éducateur, donc en Suisse, vous pouvez aussi travailler en libéral à votre compte. Donc, c'est ce que tu fais dans le cadre de l'accompagnement à domicile. Exactement. Voilà, moi, je me suis vraiment tournée au fur et à mesure vers cette voie-là pour pouvoir accompagner comme je l'avais aussi envie, parce que j'étais bloquée un peu par le système. On l'expliquera aussi après. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, la voie vers l'indépendance. D'accord. Et justement, on va en venir parce que là, quand je t'écoute, je me dis c'est cool, hein, deux activités, une salariée dans une classe, une où on a un peu plus de liberté en libéral. Donc je me dis qu'est-ce qui a donné, pourquoi changer finalement et créer donc une école, parce que c'est la thématique de ce podcast. Exactement. Alors, je reprends mes petites notes. Donc, l'école que j'ai créée, donc effectivement, comment est-ce que j'en suis arrivée à là? Pourquoi j'ai décidé d'innover, de créer? Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu soif d'apprendre et donc ce besoin d'innover. Et dans les dernières expériences que j'ai connu des frustrations qui, à mon sens, m'empêchaient de pouvoir apporter tout ce que je souhaitais. Et c'est vrai que j'ai ressenti le besoin, enfin, j'ai été limitée parce qu'une vision pédagogique différente, ou des jalousies, ou des restrictions budgétaires, partout où j'ai pu travailler. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, donc effectivement, depuis le début de ma carrière, en fait, j'étais toujours indépendante et en même temps salariée. Et j'ai toujours gardé des cours privés en tant que psychopédagogue pour pouvoir en fait avoir cette liberté finalement pédagogique que j'avais envie de pouvoir donner à mes propres élèves. Et puis au départ, comme j'étais bien sûr pas encore très connue, si on peut dire, c'était important d'avoir une activité salariée en parallèle. Et petit à petit, j'ai développé mon réseau dans le but de ne plus avoir du tout d'activité salariée. Et suite à ça, donc l'idée, c'était que ça m'a permis pour moi de garder cette passion de l'enseignement et cette envie d'innover, de créer, et surtout de ne pas oublier le but premier qui est d'enseigner aux enfants. De pouvoir garder cette activité indépendante, ça m'a vraiment, je pense, permis ça. Parce que quand je vois autour de moi le nombre de frustrations qu'il y a quand on est dans le système
éducatif, enfin voilà, public. Et, et je pense que voilà, d'avoir cette chance, en fait, d'avoir pu développer ça, m'a permis de garder cette motivation, en fait. Alors, moi j'ai quand même une petite question parce que les frustrations dans le système public, on en a aussi en France et je voulais savoir si tu pouvais, donc on a entendu, ça peut être un peu les problèmes pédagogiques, le manque de moyens. En fait, qu'est-ce qui crée la frustration chez vous en Suisse pour toi? Alors, pour moi, en Suisse, dans les différents postes que j'ai pu passer, je dirais que j'ai eu beaucoup de jalousie autour de moi du fait de vouloir, parce que j'étais toujours à même d'apporter plein d'idées, de toujours vouloir innover, et j'ai souvent eu l'impression que ça dérangeait. Ça Donc, ce dérangeait. serait le changement. Le changement. Ouais, le changement, principalement, effectivement, qui fait peur, voilà, et qui crée des problèmes. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, j'estime avoir acquis suffisamment d'expérience, mais aussi de remise en question, parce que c'est aussi beaucoup de remise en question sur soi-même quand on avance comme ça, pour pouvoir créer ma propre école. Voilà. Un beau projet. Donc voilà, pour toi, la principale frustration, c'est cette réticence au changement dans les institutions en Suisse. Oui. D'accord. La principale comme ça qui me vient, c'est ce que je dirais. Il y en a certainement d'autres. Je pense que ça dépend dans les établissements où on travaille, mais pour moi, ça a été ça. D'accord, super. Bon, super. On va venir petit à petit justement donc à la création de cette école. Donc là, ça y est, je crois que tu es en plein dedans. Donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter quand tu as lancé ce projet et voilà, du rêve à la réalité, où ça en est? Exactement. Alors déjà, je peux décrire un petit peu la structure, comment ça va se présenter. Donc l'école Harmonie, donc elle est à Genève et donc elle fait sa première rentrée en septembre. Donc c'est une école privée qu'on peut considérer hors contrat par rapport à la France, bien que donc le système entre la France et la Suisse soit complètement différent, puisqu'on n'a pas vraiment de mention hors contrat ou en contrat avec l'État. Mais voilà, c'est ce que je vais expliquer. Donc, on peut dire qu'on est privé parce qu'on utilise d'autres pédagogies, donc des manières d'enseigner différentes de l'école publique, mais on a tout de même des inspections du service de l'enseignement privé qui est rattaché à l'État et qui va venir nous contrôler plusieurs fois dans l'année et qui a déjà contrôlé tout notre dossier pédagogique pour être sûr qu'on respecte bien le cadre d'une école. Voilà un peu comment ça fonctionne. Là, je peux déjà intervenir. La grosse différence par rapport à la France, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps une enseignante qui a créé une école. Les contrôles, nous, c'est à peu près une fois par an, voire une fois tous les 2 ans en France. Alors que vous, c'est plusieurs fois par an. Ouais, la première année, en tout cas les 2 premières années, effectivement, l'année prochaine, ce sera entre 2 et 3 fois. Et puis ensuite, effectivement, ça peut être une fois tous les 2 ans. Mais voilà, les 3 premières années, il y a un suivi dans le but vraiment d'accompagner aussi les écoles et puis d'être sûr que ça tient la route, tout simplement au niveau pédagogique. Mais c'est vrai que c'est assez contrôlé. Et ils vérifient quoi? Parce que c'est souvent une obligation de moyens, nous, en France. Alors nous, ils vérifient vraiment tout, c'est-à-dire vraiment au niveau pédagogique, les horaires, la manière dont on a décidé d'enseigner, pourquoi est-ce qu'on fait ce choix, le type d'évaluation. Par exemple, moi, j'ai décidé de ne pas noter mes élèves, donc d'être dans une évaluation formative. Et ça, là, ça demande un dossier de justification. Donc, comment est-ce qu'on va quand même évaluer nos élèves et par quel biais? Donc, il a fallu fournir des trames, en fait, en imaginant un élève fictif et tout simplement montrer qu'on peut évaluer les élèves de manière formative sans leur donner une note, mais il faut le faire d'une certaine manière. Et ensuite, ils décident si ça suffit ou si ça ne suffit pas par rapport aux parents. En tout cas, on nous conseille du mieux possible. Je pense qu'ils se mettent beaucoup en fait à la place du parent qui pourrait avoir des questions. Et puis dans le but de pouvoir nous aider, bien sûr, à orienter ou à répondre si on avait ce genre de questions. D'accord. Donc, c'est compliqué au départ, mais ça peut être positif aussi. Oui. Voilà, ça oblige à bien réfléchir le projet jusqu'au bout, quoi. Exactement. Donc l'école Harmonie, du coup, c'est quoi? C'est une école pour des élèves de 3 à 12 ans qui prend appui sur les pédagogies alternatives.
on a fait le choix de ne pas se spécialiser sur un seul courant pédagogique, mais de prendre le point fort de plusieurs d'entre elles. Et toutes, elles ont en commun le but de rendre l'élève acteur de ses apprentissages. Donc, pour ça, on va s'appuyer sur la pédagogie active, la pédagogie de projet, dans laquelle on va partir des intérêts de l'enfant pour construire l'apprentissage. On va aussi prendre appui sur le concept des forest schools, mais on ne va pas être une école dans la forêt. Mais par contre, on va accorder une importance à l'apprentissage dans la nature, aux activités extérieures. Et on va aussi prendre appui sur l'éducation cognitive en proposant des ateliers cognition chaque semaine aux élèves et à tous les élèves, que ce soit élèves en difficulté ou pas, afin d'apprendre à apprendre et de développer des stratégies d'apprentissage qui seront utiles en fait tout au long de la vie et qui, pour moi, sont un gros manque dans le système ordinaire, que ce soit en France ou en Suisse. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas pour les élèves, tout simplement de leur donner les clés, des méthodes pour apprendre. Je pense que ça devrait être au-dessus. Et en dessous, on devrait avoir l'enseignement de matières scolaires, mais savoir en fait développer des confiance en soi, la motivation, se connaître soi-même, ça me paraît tellement important, mais tellement peu présent dans le programme quand même, que moi j'ai décidé que ce soit vraiment un point phare de la pédagogie. On proposera aussi une ouverture aux langues avec l'apprentissage de l'anglais en immersion en demi-journée par semaine, puis aussi de l'allemand qui est obligatoire dans le plan d'études romandes. Et puis, on fera régulièrement appel à des intervenants externes qui viendront nous présenter leur métier, une spécificité en lien avec un projet de classe, par exemple. Et les élèves, ils auront aussi des moments de philosophie pour apprendre à s'exprimer, à défendre un point de vue, développer l'esprit critique. Et puis, bien sûr, nous serons une école inclusive et ouverte aux différences. Donc, pour l'instant, on a un petit effectif parce qu'en fait, on a eu un accord très tardif des propriétaires des locaux et qui a fait qu'on a pu lancer notre publicité très tard. Et donc, on sera sur une classe multiniveau la première année. Avec donc, combien par rapport d'élèves ? Là, on sera autour d'une dizaine. 10. On a encore des demandes là, j'étais même étonnée, mais non, tout le monde n'est pas parti en vacances. Donc, voilà, je pense autour d'une dizaine d'élèves. Donc, ce qui fait que pour la composition de l'équipe, je serai à la fois la directrice, mais je serai aussi l'enseignante pour cette première année. Donc, on va accueillir des élèves aussi avec des difficultés d'apprentissage. Et donc, certains d'entre eux seront justement accompagnés par des shadows, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle donc les AH en France. Et puis, l'idée, c'est que quand l'école grandira, l'idée, c'est de fonctionner en double degré. Mais voilà, on n'y est pas encore. Voilà. Et oui, parce que vous, ce que vous avez fait, c'est qu'ensuite, vous avez été obligé d'avoir d'abord un local pour ensuite communiquer sur l'existence de l'école, alors que la personne que j'avais eue juste avant dans l'interview, elle disait qu'eux, ils avaient fonctionné à l'inverse et qu'ils avaient réussi à avoir 24 élèves. Donc, et ça leur avait permis en fait d'avoir quand même un peu une caution pour rassurer et ensuite de trouver le local. Oui, c'est intéressant. Ouais. En Suisse, vous êtes obligé de créer d'abord l'école et ensuite de... Exactement. En tout cas, il fallait vraiment avoir l'accord au niveau pédagogique du service de l'enseignement privé. Donc, ça, je pourrais expliquer vraiment, je vais l'expliquer le déroulé de comment est-ce qu'on en est arrivé, le temps que ça a mis pour obtenir cet accord. Et donc là, on a l'accord de faire la publicité et de parler de l'école. Mais par exemple, pour l'instant, on n'a pas l'accord d'accepter les inscriptions définitives parce qu'il nous manque encore une autorisation au niveau des locaux. Et comme on a des travaux, pour pouvoir justifier la salubrité et au niveau des issues de secours des locaux, eh bien, on peut prendre des préinscriptions, mais on n'a pas le droit de facturer les familles pour l'instant. Donc, vous voyez un peu le… Voilà. Donc là, tout ça, ça a pris combien de temps? Donc, le premier accord de communiquer sur l'existence de cette école, ça a pris combien de temps? 8 mois, à peu près 8 mois pour l'aspect du dossier pédagogique, la constitution du projet, les allers-retours, parce que voilà, on a eu 2-3 allers-retours où il faut compléter, rajouter des documents. Donc, c'était quand même pas mal de temps. 8 mois pour une école, on va dire, qui est hors contrat, effectivement, ça paraît très, très long. Et donc là, avec cet accord-là, vous avez pu démarcher pour trouver un local.
que vous Exactement. commencez à payer au final, c'est ça? Et C'est ça. donc là, vous attendez le dernier accord. Bah, ça, c'est un peu ce qu'on a nous aussi en France, hein, c'est que tout Ouais, soit aux normes. Pour les nouveaux locaux, souvent, il faut que tout soit aux normes pour exactement. l'accessibilité, tout ça. Donc, et ça fait combien de temps? Donc, vous avez pris le local et que… Alors, le local, on a réussi à le trouver. On a eu une réponse en fin avril. Et ensuite, il fallait lancer donc les travaux, donc les devis, le chantier, les artisans, etc., qui ont commencé la semaine dernière. Donc voilà, du coup, c'est Oui. vraiment voilà, c'est vraiment ric-rac au niveau du temps. Euh, et, et puis, effectivement, on a pu négocier après avec l'agence immobilière pour pouvoir le temps des travaux. C'est voilà, c'est des négociations à avoir par rapport au loyer, Et justement. oui. Et puis ensuite, effectivement, là, on va commencer à payer le local alors qu'il n'y a pas encore d'élèves dedans. D'accord. Absolument. Donc là, le temps des travaux, on va dire jusqu'à fin août, En août, exactement. avec la validation fin août, la personne qui vient vérifier et tout ça. C'est ça. Et là, vous pouvez dire aux familles, oui, oui, c'est bon, votre inscription, vous pouvez faire la rentrée comme tout le monde à telle date. Tout à fait. C'est ça. Au D'accord, moins. donc ça, c'est quand même très, très long. Donc la question, elle vient, est-ce que vous avez des subventions? Parce que comment ça se met en place tout ça? Ou est-ce que vous avez donc une activité salariée? Bah, voilà, est-ce que toi, tu as une activité à côté? Comment on finance tout ce temps? Oui, tout à fait. Alors moi, bah, j'ai effectivement gardé mon activité salariée à côté. Et puis, en fait, là, c'est vraiment mes fonds propres que j'ai investis dans l'école. Et puis, je me suis aussi associée avec Emmanuel Rossier, qui, lui, fait plutôt la partie administrative. Et donc voilà, tous les deux, on a gardé notre activité salariée. Lui ne se lancera pas tout de suite dans l'école, il va conserver son activité parce que c'est pas possible au début, c'est pas rentable, sinon on se casserait la figure tout de suite. Voilà. Donc au niveau des subventions, non, il y a pas grand chose en fait pour accompagner vraiment les écoles comme ça qui décident de se lancer. On a fait une demande de prêt qui a été acceptée, pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais enfin qui va quand même nous donner déjà un bon coup de pouce pour pouvoir tenir sur la première année en tout cas. Parce que je pense que c'est vraiment la première année du fait des conditions qu'on a eues qui a fait que on n'a pas autant d'élèves qu'on l'aurait espéré. La première année, j'aurais tendance à dire, c'est même la deuxième, parce que c'est la première année d'ouverture de l'école. Donc ça, c'est ça. Exactement. C'est Ouais. ça, tout à fait. C'est ça. Donc, du coup, voilà, il faut avoir une sacrée organisation, ça c'est sûr, entre le travail de salariat, mais en même temps, effectivement, il faut tout construire et il faut pouvoir répondre aux appels et c'est pas toujours évident. Oui. Et donc là, à partir de septembre, toi, tu vas devenir salarié de l'école. Tu vas réussir à te Absolument, rémunérer quand même. plus ou moins. Ouais, Voilà, je serai salariée de l'école, effectivement, mais de là vraiment à me rémunérer de manière très convenable, pas encore. pas forcément toute l'année en tout cas. D'accord. Non, À mais moins c'est… qu'on ait voilà, des inscriptions. Voilà, c'est justement la partie de flou que nous, on a et dans laquelle on se questionne en permanence parce qu'il faut revoir les chiffres en fait tout le temps aussi et se dire, bon, voilà, si on a tant d'élèves, qu'est-ce que ça donne? Si on en a deux de plus, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est vraiment revoir les projections finalement sans arrêt. Et là, Donc, on est vraiment plein dedans. d'un point de vue administratif, on va dire d'un point de vue comptable, vous fonctionnez comme une entreprise. Vous avez votre business plan, votre business model. Moi, je ne connais pas tout exactement, mais c'est ça? Exactement, c'est ça. Oui, oui, c'est ce qu'il nous a fallu pour présenter, rien que pour les locaux, hein. C'est vrai on n'a pas trouvé tout de suite et en tant que nouvelle entreprise, nouvelle entité, c'était encore plus compliqué de pouvoir trouver, en sachant qu'en Suisse, on est sur des loyers qui sont exorbitants. Et donc, pour non seulement réussir voilà, à faire valoir le projet, en fait, à montrer qu'on y croit déjà, donc il fallait absolument ce business plan, et puis après, voilà, il y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent prendre des personnes qui ont déjà une pérennité et qui peuvent assurer de pouvoir payer le loyer plutôt qu'une entreprise qui se lance.
Et Donc, ça a donc, ma été, question, je pense, le parcours du combattant. Pour ouais. ça, ça a été mon plus Et gros. ma question, parce qu'au vu de ton parcours professionnel, tu n'as aucune compétence dans ce domaine-là, le business plan, business model, Non, tout à fait. voilà, faire de la communication. Donc, est-ce que c'est là où c'est important de s'associer? Est-ce que ça a été la stratégie ou est-ce que tu as fait des formations et que tu as appris? Alors, pour moi, voilà, de s'associer, c'était vraiment important quand même pour la partie des chiffres, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et puis, tout simplement, de pouvoir partager humainement, je pense que pour moi, c'était vraiment très important, en fait, de ne pas être seule, parce que c'est très lourd au quotidien. Et de pouvoir échanger, déjà rien que ça, des fois, ça suffit pour donner des idées. Et, et alors après, j'ai appris aussi beaucoup en fait en me renseignant sur Internet, en prenant déjà de l'avance sur le business plan, comment est-ce qu'on faisait, et puis avec des amis qui ont pu m'aider aussi au fur et à mesure. Donc effectivement, ça c'est la grande richesse de ce projet, c'est qu'on se découvre qu'on est multicasquette et que finalement, on n'est pas seulement éducateur spécialisé ou enseignant, voilà, mais on est aussi dans le marketing, voilà, la publicité. Il faut penser à une multitude de choses. Parce on n'est pas passé par une agence de marketing, mais voilà, avec les conseils d'un ami, on a pu vraiment avoir une idée de ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais ça demande effectivement énormément de compétences dans des champs divers et variés. Oui, et surtout à deux, hein. À deux, c'est pas nombreux, c'est pas évident. Plus en gardant une autre activité, Exactement, c'est des activités qui sont quand même très chronophages quand même, hein. Les complètement. relations publiques, la communication, souvent c'est un métier à temps complet, quoi. C'est complètement un métier à temps complet. Ouais. Ça, tout à fait. Ouais. Bon, bah bravo. Déjà 10 quand même pour la rentrée, c'est bien. Voilà, c'est exactement. C'est Bon. petit à petit, il faut y croire en tout cas. Ça, Et c'est oui, le plus important. voilà. Bah, justement, tiens, quels seraient tes conseils pour les personnes qui ont envie de créer une école? On voit de la patience, hein, quand même. Une bonne. Oui, de la patience, une bonne organisation. Je pense que ça, il faut vraiment avoir un rétro-planning voilà, quelles sont les étapes, vraiment se renseigner avant sur qu'est-ce qu'on va devoir faire et puis essayer, autant que faire se peut, d'imaginer les aléas qu'on pourrait avoir et toujours prévoir un petit peu plus de temps supplémentaire. Voilà. Par exemple, pour les travaux, nous, on savait que ça allait commencer certainement avec du retard, ça a été le cas, bien sûr. Donc, il faut prévoir de relancer. Donc là, il faut mettre toute son énergie pour ça. Donc voilà, il y a des moments clés comme ça où il ne faut pas rater le coche, si je peux dire. Et, euh, et puis l'autre point, je dirais que c'est s'entourer quand même des bonnes personnes aussi. Donc moi, voilà, la personne avec qui je me suis associée, on a travaillé ensemble, donc on se connaissait déjà au travail. Et je pense que c'est vraiment très important si on décide de s'associer d'être sûr de l'autre, en fait, parce que c'est aussi énormément de discussions, des heures et des heures au téléphone, à se voir, donc ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, je dirais aussi tout simplement qu'il faut croire en soi et en son projet, quoi qu'il arrive. Parce que forcément, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on se dit que ce n'est pas la peine, qu'on va abandonner. Et puis après, ça repart. Et le fait, en tout cas pour moi, d'être deux, euh, ça a été pour ça, enfin, et ça l'est encore, très bénéfique parce que ça pousse l'autre quand justement il y en a un qui se dit bon là, ça va Ouais. pas, etc. Il y a trop de choses, on va pas s'en sortir. Et puis l'autre repart et dit mais si, on va y arriver, et puis ça va arriver. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment réussir à se compléter avec l'autre. Et je pense que pour moi, comme c'était un projet, c'est un projet qui est dans l'humain, donc faire ça seul, je l'aurais pas imaginé, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut créer une école. Merci beaucoup. Bon, bah, on a déjà pas mal de choses sur sur l'histoire de l'école. On voit bien les bénéfices que tu en retires. C'est quand même aussi l'épanouissement personnel, je pense. Oui, tout à fait. Hein. Est-ce que tu veux rajouter aussi des choses? Si on va revenir sur les enfants que tu vas accueillir, parce que ça, c'était quelque chose que vous n'aviez pas imaginé, je crois, quand on parlait un petit peu en off, que finalement, vous avez beaucoup d'enfants en situation de handicap. Tout à fait. Donc, effectivement, on n'avait pas imaginé
avoir autant d'inscriptions pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou en situation de handicap. Bien qu'on s'en était douté là sur la fin de l'année, parce qu'on s'est dit, étant donné qu'on a les locaux qu'à partir du mois de mai, on a un gros mois pour lancer la publicité et que les inscriptions dans la plupart des établissements privés sont en tout cas quasiment clôturées. Donc, on s'attendait à avoir ce genre d'élèves. Et puis surtout, comme on annonce très clairement qu'on est une école inclusive, forcément, beaucoup de personnes l'ont vu et ça a attiré l'œil. Et actuellement, en Suisse, il y a des débats par rapport au public sur le fait qu'il y a eu énormément d'écoles spécialisées qui ont été construites, qui ont été créées, et que ce n'est pas forcément la bonne solution. C'est ce qui ressort dans les débats actuels, et qu'il faudrait un remaniement total du système, tout simplement, pour pouvoir réellement inclure ces élèves dans les établissements, tout simplement, dans les écoles. Et nous, c'est un peu ce que finalement, c'est vraiment ce que je souhaite faire pour pouvoir montrer que oui, c'est possible et que oui, ça ne dérange pas si l'accompagnement, il est bien fait. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a en tout cas 3 élèves qui sont sur le spectre de l'autisme ou sur un déficit d'attention, hyperactivité, qui nécessite d'un accompagnement, en tout cas en classe. Voilà. Donc, ça montre, en tout cas pour moi, c'est très chouette parce que les gens, bien sûr, croient au projet, mais en même temps, ça me met en colère parce que je pense qu'il y a vraiment des failles dans le système qui sont énormes, et pourtant, on est quand même en 2022. Et je trouve ça quand même assez dramatique. En voyant les parents, il y avait une de vos questions dans la trame qui disait comment les parents réagissent, voilà. Et ben forcément, eux, ils sont ravis. Ils ne peuvent être que ravis. Ils sont même enchantés. Ils ne savent même plus comment me remercier. Pour certains, d'avoir accepté de prendre leur enfant parce que c'était leur dernière solution. Et moi, ça me fait mal au cœur de me dire que des parents, là, c'est un petit qui a 5 ans, une maman qui a fait toutes les solutions possibles et qui ne trouvait pas d'école en dehors du spécialisé pour son fils. Et la détresse de ses parents, elle est... Enfin voilà, pour moi en tout cas, c'est vrai que ça fend le cœur, et malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde non plus. Donc là, il y a aussi cette confrontation-là, en fait, finalement, jusqu'à combien d'élèves par classe on accepte vraiment des élèves qui doivent être suivis si on veut faire tout simplement notre travail le mieux possible, en fait, et comme on le vend quelque part sur le site internet. Donc il faut... malheureusement, c'est ça, c'est qu'il faut réussir à se bloquer à des moments et se dire, voilà, 2 par classe qui doivent être suivis, c'est peut-être le maximum si on veut que ça puisse être vraiment constructif, puisque le but, c'est d'être en inclusion et pas de faire une école spécialisée. Eh oui. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment dans ces problématiques-là. On se dit, voilà, on commence effectivement plutôt avec des élèves qui ont des difficultés. Mais par la suite, effectivement, il va falloir qu'on ait des élèves tout simplement qui n'ont pas de problématique. Et puis, ça, c'est aussi l'autre enjeu, le fait d'avoir souhaité être une école inclusive, c'est dans les mentalités, accepter aussi de montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on accueille des enfants qui sont en situation de handicap que ça va baisser le niveau de la classe, que voilà, ça va poser des problèmes à l'enfant qui n'en a pas. Et souvent, les parents sont encore très fermés. Je dirais quand même assez problématique. Donc ça va être pour moi... Ils sont fermés ou ils ont peur? Il y a les deux. Les deux. Voilà, il y a les deux. Moi, je pense très clairement qu'il y a certains parents qui encore aujourd'hui peuvent se dire, là, s'il y a trop d'enfants qui sont en difficulté, c'est pas une école pour mon enfant. J'ai déjà vu dans les établissements privés où j'ai été. Et puis d'autres, effectivement, qui ont peur et qui se questionnent et auxquels il faut répondre aux questionnements. Donc ça, il faut être prêt pour ça aussi. C'est quelque chose à préparer. On a l'aspect, bien sûr, les parents sont ravis pour qui on les prend. Et puis, on a les autres aussi où il va falloir rassurer et puis expliquer les bienfaits, finalement, aussi, parce qu'il y en a de multiples pour l'ouverture aux différences, tout simplement, et montrer qu'on a tous nos particularités, on a tous des difficultés aussi, ça n'existe pas à la perfection.
Donc, c'est simplement, d'où l'idée aussi même de la philosophie, de pouvoir discuter des différences, mais de culture, de handicap, certes, mais il n'y a pas que le handicap, hein. Ouais. Donc, voilà, un petit peu. Et justement, par rapport à ça, donc gros challenge quand même pour la première année, hein, parce que rassurer les parents, c'est une chose, mais il va falloir derrière le montrer et le prouver. Voilà. Exactement. Ça. Et est-ce que justement, vous allez plus les inclure, les parents, ou est-ce que vous avez imaginé quelque chose justement voilà, parce qu'en France, souvent dans les écoles, on dépose notre enfant devant l'école et on repart. Et- Tout à fait. Non, alors moi, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, d'avoir une collaboration avec ses parents et d'avoir une idée de cette école ouverte, c'est-à-dire que le matin, euh, et d'ailleurs, enfants, ou difficulté ou pas, c'est de prévoir des petits moments où les parents peuvent venir, par exemple, 2 fois dans la semaine, un petit quart d'heure le matin pour que les enfants montrent les activités, parce que ça crée ce lien, tout simplement, entre la classe, la maison, l'élève, l'école. Et je pense que c'est, voilà, vu les pédagogies alternatives qu'on prône, ça fait vraiment partie du projet pédagogique, en fait, ce lien avec les familles et pas chacun de son côté. Et même avec les thérapeutes, par exemple. C'est vrai que moi, là, j'ai des enfants qui ont toute une équipe de psychomotriciens, ergothérapie, etc. Pour moi, c'est fondamental d'être vraiment en relation avec tous les thérapeutes, de prévoir des réunions réseau au moins 2 à 3 fois dans l'année, parce que ça va vraiment permettre la qualité du suivi tout simplement de l'élève, et que je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a un manque de collaboration en fait. Alors bien sûr par manque de temps aussi souvent, parce que on est tous très pris en tant que thérapeute aussi, je sais comment ça fonctionne, mais en même temps, je trouve que c'est tellement important d'avoir ces moments d'échange, parce que ça donne les visions sur l'élève, du travail que fait chacun, et puis des idées tout simplement de ce qui peut être mis en place en classe. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Je vais revenir là-dessus parce que une des choses, moi, que je trouve absolument extraordinaire, mais qui existe très peu, c'est de permettre aux professionnels de venir travailler à l'école, d'avoir un cabinet, voilà, qui soit pas forcément pendant une semaine, c'est le même professionnel, mais d'avoir un cabinet où comme ça, le professionnel, il peut recevoir à l'école, mais il peut aussi intervenir en classe. Est-ce que ça, vous l'avez envisagé? Exactement. Et ben, justement, effectivement, on a plusieurs petites salles. En fait, on a 2 bureaux qui ne nous serviraient pas en fait pour l'instant, ou du moins en fait que j'ai imaginé pour avoir un partenariat, et on l'a mis justement en sous-location il y a très peu, pour le proposer en fait à des thérapeutes divers et variés qui pourraient être intéressés à collaborer avec l'école, et puis tout simplement avec qui on puisse travailler. Ça, c'est génial, même pour les parents. Les parents, ils sont épuisés à la sortie de l'école, il faut courir, amener son Ouais, enfant chez le thérapeute. Alors, quand tout peut être fait, aménagé sur le temps scolaire, c'est quand même génial. Et en plus, on est vraiment dans le concret de l'enfant et de voir comment il généralise les apprentissages dans le cabinet. Et on peut voir s'il généralise à l'école, à la cantine aussi, sur ces temps, ces exactement. temps, à la récréation. Et je trouve ça génial de pouvoir proposer ce genre d'intervention. Oui, bah pour moi, ça, oui, bah c'était vraiment dans cette idée que ce soit oui, bien pensé, et finalement et plus poussé en fait, et de pouvoir, pour moi, pour pouvoir avoir cette qualité, c'est ce qu'il faut vraiment, c'est ce que je veux vraiment à long terme, effectivement, travailler avec une orthophoniste, voilà, ergo, tout ça, ça me semble, parce que c'est très formateur en fait. C'est comme ça qu'on avance. C'est pour moi un travail d'équipe en fait. Quand on est dans l'éducation spécialisée, quand on est passé par cette case-là, si je peux dire, ça amène justement cette ouverture d'esprit que pour moi c'est un travail d'équipe. Et si on veut pas se sentir seul dans son coin, en fait, on ne l'est pas, parce qu'il y a tout un réseau, mais simplement il faut le mettre en place, et le mettre en place correctement. Ça, j'aime beaucoup le fait de dire qu'on n'est pas seul, mais qu'il faut effectivement mettre en place tout le réseau. En France, c'est pareil, on n'est pas seul. Pardon, je tousse. Par contre, on est souvent très isolé. Et Oui. c'est dommage. Et c'est dommage, voilà, effectivement, mais on n'est pas seul. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu veux rajouter encore quelques éléments sur voilà, la création du projet aujourd'hui Dans la création du projet, qu'est-ce que je pourrais rajouter que j'aurais oublié vraiment d'important?
Non, mais en tout cas, je dirais que c'est beaucoup d'étapes. Si je devais parler à des futurs créateurs, c'est beaucoup d'étapes. Et en tout cas, oui, moi, je serais ravie d'être même une école accompagnatrice, en fait, par la suite, qui puisse aider, en fait, tout simplement, qu'on puisse même me contacter, que ce soit sur France, sur Suisse, hein, d'ailleurs, parce que je pense que le partage, en fait, est très, très intéressant. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir faire. Donc, si je pouvais même aider, ce serait avec grand plaisir. Parce qu'il y a plein d'étapes auxquelles il faut penser. Rien que le site Internet aussi, ça, c'est aussi quelque chose à mettre en place qui m'a pris un temps démentiel. Et puis, parce qu'il faut penser à tout, les images, le texte, le squelette du site Internet, parce que bien sûr que les web designers, ils mettent en place ce qu'on leur dit. Mais du coup, il faut penser en amont, en fait. Il faut tout écrire, il faut tout faire. Et rien que là, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut prendre de l'avance, par exemple. Quand on sait qu'on a dans l'idée qu'on va développer une école, eh bien, on peut se dire, comment est-ce qu'on imagine déjà notre site Internet? Toujours essayer de prendre de l'avance là où on peut en prendre. Parce qu'il y a forcément des choses où on va être court-circuité et que c'est le stress et que, voilà, là, par exemple, je suis dans les commandes de matériel, je dirais, c'est pas l'enfer, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore exactement déjà le nombre d'élèves que j'aurai concrètement d'ici la fin de l'été. Et puis aussi au niveau des niveaux, parce que j'en ai certains qui demandent une bourse d'études parce qu'ils ne peuvent pas payer l'école. Donc, on est dans l'attente de savoir s'ils auront ou pas cette bourse d'études. Mais donc, je les compte quand même dans le matériel pour l'instant parce qu'il faut le commander à l'avance, sinon il n'arrivera jamais en temps et en heure. Donc, voilà, c'est tous des aspects comme ça où, en fait, il faut réussir à gérer avec le stress, en fait, du quotidien. Si peut-être qu'on n'a pas tellement parlé d'ailleurs de cet aspect dans vos questions, il y avait le lien vie privée, vie professionnelle. Et voilà, donc qui était intéressant par rapport à l'association aussi, j'ai vu dans les fondements de l'association. Je dirais qu'effectivement, ça a très clairement un impact sur la vie privée. Pourquoi? Parce que je vis école, je dors école, je pense école. Voilà, quand on est là au début, en plein dedans, c'est très difficile. Je pense que ça dépend des personnalités, bien sûr, mais de penser à autre chose. Et surtout là, quand on est en plein feu de l'action, c'est un peu la course contre la montre. Donc, on sait qu'on n'a pas le droit de se rater quelque part aussi, hein, puisqu'il faut faire nos preuves. Et oui. Donc, effectivement, la vie privée, là, on prend un petit coup. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Donc, il faut aussi avoir un conjoint qui soit conciliant et qui accepte que pendant toute une période, donc là, c'est une période qui est assez longue quand même, eh bien, c'est plus compliqué, c'est certain. Et clairement, je pense que là, voilà, j'ai décidé de ne pas faire des enfants tout de suite, parce que je savais que si j'avais des enfants là, en plus, ce serait très compliqué. Voilà. Mon associé a des enfants et c'est déjà un cran plus compliqué, même s'ils sont assez grands. Voilà, ça rajoute dans la balance. Je pense que si on peut le faire avant d'avoir des enfants, ou alors si les enfants sont âgés, ou voilà, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Et oui, donc on mange école, on vit école et donc un conjoint très cool. Ouais. C'est ça Oui, qui donne des conseils et puis qui aide et puis qu'il faut être soutenant et c'est là qu'on voit si ça passe ou si ça casse, comme on dit. Et oui, mais j'aurais tendance aussi à poser la question, comment on prend soin de soi dans ce genre de moment? Parce que tu as quand même mentionné le mot stress. Donc, Oui, à un moment, il faut, en septembre, il va falloir être disponible pour une classe. Donc, il faut exactement. aussi trouver cet équilibre et ne pas y laisser des plumes avant l'ouverture. Exactement. Ça, c'est sûr. Non, il faut réussir à s'octroyer des moments de repos, si je peux dire, ou en tout cas d'aller décompresser d'une manière ou d'une autre. Là, pour vous dire, je suis dans ma maison de campagne dans les Cévennes. Donc, effectivement, je travaille, mais en même temps, j'ai le jardin à côté. Voilà, pour tout simplement décompresser. Et ça, c'est vrai que oui, c'est très important de se dire, là, pendant 4 jours, en fait, je vais
couper beaucoup de choses, même si je fais quand même des choses, nettement moins, parce que voilà. Et, bon, moi, j'ai la chance que pendant l'été, j'ai beaucoup moins de suivi individuel. Voilà. Donc, j'ai déjà plus de temps, ce qui fait que j'ai quand même moins de stress. C'est vrai que sur la fin d'année, c'était particulièrement là, sur le mois de juin, c'était de la folie. Puis après, on le sent. Voilà. Il faut s'écouter. C'est Il ça, faut je pense, qui est s'écouter. vraiment très important. Il faut s'écouter parce qu'on sent à des moments que c'est un peu comme le thermomètre. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on se dit là, ça va exploser. On va éviter. On va éviter parce qu'on sait que si on explose, on peut vite tomber dans un burn-out, dans ce genre d'expérience ou de surmenage, tout simplement. Hein. Parce que quand on n'est que deux, ben, j'ai ça, 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 ça. Par quel bout je m'y prends, en fait? Voilà. Donc, il faut faire attention. Merci beaucoup. On va venir à la dernière question que je pose en général au moment des podcasts. C'est en lien justement avec les 4 piliers de l'association. Donc, Oui. donc nos 4 piliers, nous, qui sont totalement indissociables pour assurer la qualité de vie au travail, c'est renforcer le dialogue interprofessionnel, permettre un mieux-être personnel, trouver un équilibre vie perso, vie pro et redonner du sens dans nos pratiques professionnelles. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais de ces 4 axes. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont très bien pensés, ces 4 axes. Merci. Non, ils sont fondamentaux et je pense que ça me fait plaisir de voir qu'une association aussi a développé, enfin, est créée en fait pour parler de ça. Je pense que les échanges interprofessionnels, comme je le disais un peu tout à l'heure, sont vraiment importants pour prendre du recul, se sentir moins seul et puis tout simplement aussi donner plus de sens à notre pratique. Et bien sûr, comme on le disait, c'est pas évident parce que manque de temps ou on ne s'accorde pas ce temps-là en fait parce que la pratique a fait que pour l'instant c'est comme ça, mais c'est comme le sport. Hein, on dit toujours qu'on n'a pas le temps d'aller faire du sport, mais en fait il faut le prévoir. C'est tout simplement. Donc là, c'est un peu la même chose. Et je dirais que voilà, communiquer et aussi prendre du temps pour soi, c'est aussi vital dans les piliers, effectivement, vie privée, vie professionnelle, c'est très important. Donc, dans ce qui me semble prioritaire, je dirais que c'est vraiment le dialogue interprofessionnel parce que c'est vraiment, voilà, en échangeant à propos d'un élève qu'on avance plus vite. Et que ça a plus de sens en fait. Et l'élève le ressent d'ailleurs hein, quand il a un réseau autour de lui qui est bien structuré et plutôt que chacun reste dans son coin. Voilà, donc je trouve vraiment très intéressant ces piliers. Merci. Donc, celui-là qui te parle le plus pour l'instant, Voilà, pour l'instant. en sachant que ça change Ça en fonction change, des mais en même temps, périodes de vie. l'équilibre vie pro, vie, voilà, je me suis beaucoup questionnée là-dessus, justement. C'est là que ça m'a amené à prendre du recul sur vie pro, vie perso, enfin privée, où je me suis dit, bon, bah là, j'y suis pas. Là, je n'y suis pas. Donc, comment faire? En fait, finalement, ça m'a amené à me questionner. Comment est-ce que je pourrais faire, effectivement, même par la suite? Parce que j'ai toujours été passionnée, donc à prendre énormément de temps pour mon travail. Mais en même temps, il faut tenir sur la durée, comme on Oui. le disait. Donc ça, je sais que pour moi, ça va faire partie de mes challenges. De trouver l'équilibre vie pro, vie De trouver privée. l'équilibre. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges. Est-ce que tu aurais une citation, un mantra ou quelque chose qui t'a porté cette année et qui continue à te porter, que tu voudrais partager? Oui, oui, oui. Ben, en général, dans ma vie, j'en ai deux, des citations que j'aime bien et puis que je dis même souvent à mes élèves, c'est que faut toujours être soyez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Et la deuxième, c'est en lien aussi, c'est n'oubliez jamais que le plus grand des arbres était avant tout une simple petite graine. Vous pouvez partir de rien et tout accomplir. Ah, c'est joli. C'est une belle citation et ce qui est mon cas. Je suis pas, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont d'ailleurs demandé, mais pour cette école justement en termes de finances, bon, faut avoir une fortune. Et non, clairement, je ne suis pas fortunée. Et voilà. Mais je suis partie clairement de rien. Et puis j'ai bâti et puis trouvé les solutions. Il faut toujours se tourner solution. Ça, c'est un petit peu mon optique. Euh, et bien sûr qu'il y aura des moments de difficultés, des bâtons dans les roues. Mais il faut toujours voilà, penser solution et avancer.
La même chose pour les évaluations des enfants. C'est pour ça que je ne veux pas de notes. Souvent, on leur met une note et puis l'élève représente une note, alors que c'est tellement pas comme ça qu'il faut le voir, mais plutôt, même dans les bulletins, souvent on dit l'élève, il est comme ça, pas attentif en classe, pose des problèmes avec ses camarades, mais c'est jamais tourné vers la solution. Voilà, c'est dire qu'est-ce que tu pourrais faire pour. Et ça, c'est dans ma vie en général, c'est toujours essayer de se dire non, on va voir le problème autrement, on va voir la solution, on va la trouver. C'est très agréable. Nous aussi, on est là pour montrer toutes les solutions qui existent, hein. Et donc, créer une école, ça en fait partie quand on peut rencontrer des difficultés d'ordre professionnel et pour accompagner au mieux les enfants. Donc, merci beaucoup. Effectivement, merci à c'est vous. chouette de penser plaisir. aux solutions. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Si vous cherchez des informations, des notes, des références en lien avec ce podcast, allez directement sur le descriptif de celui-ci. Si vous souhaitez me contacter pour me parler de mon travail, me proposer de nouveaux sujets ou me présenter des invités, vous pouvez me contacter directement via le site internet de notre association www.solairlab.org. Solaire, lab, SOLAIRLAB.org. Si vous appréciez tout ce travail, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des mots doux dans les commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles quand c'est possible. C'est vraiment important, cela donne le moral, cela nous aide à nous faire connaître et à faire connaître l'association. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.